Dans cette vidéo, nous allons parler des menaces qui pèsent sur une treuillée et des stratégies à mettre en place pour y faire face. Cette vidéo vient en complément de celle sur les procédures normales du treuil que vous devez avoir visionné auparavant. Nous allons parler du risque potentiel des différents événements qui peuvent survenir au cours d'une treuillée. Rassurez-vous, il existe des stratégies d'atténuation de ces menaces et des remèdes pour faire face aux risques induits si malgré tout elles se matérialisent. Il faut avoir conscience que lors d'une treuillée, il y a une quantité importante d'énergie délivrée en très peu de temps. Tendu. Il faut donc, d'une part, respecter avec une grande rigueur les procédures normales que nous avons présentées dans la vidéo précédente, et qui sont en fait les stratégies d'atténuation des différentes menaces, et d'autre part, être bien concentré, car il faut un temps de réaction très court pour appliquer les remèdes que nous allons détailler si malgré tout un problème survient. Pour garder un bon niveau de sécurité, il est par conséquent primordial de bien connaître ces remèdes pour être capable de réagir rapidement et de la bonne façon. En ce qui concerne les menaces possibles, on considère 5 niveaux de risque auxquels on associera une couleur particulière dans cette vidéo. Risque faible, pas de blessés ou de dommages matériels. Risque modéré, nuisance pour l'équipage et ou dommages matériels mineurs. Risque significatif, blessure légère pour l'équipage et ou dommages significatifs sur le planeur. Risque élevé, blessure grave ou mortelle et ou dommages graves sur le planeur. Et enfin risque mortel, décès de l'équipage et destruction totale du planeur. Avant de poursuivre, nous allons définir le vocabulaire qui va être utilisé. Ce vocabulaire est issu du cours TEM, Threat and Error Management, qu'on peut appeler en français Gestion des menaces et des erreurs. Reportez-vous à la vidéo TEM pour plus d'informations. Pour gérer une menace de façon optimale, il faut l'avoir envisagée ou l'avoir détectée. L'objet de cette vidéo est de vous faire connaître ces menaces. Nous allons donc les lister pour vous. Et pour chacune d'elles, nous allons vous présenter une stratégie d'évitement ou une stratégie d'atténuation de la menace si l'évitement n'est pas possible. Ces différentes menaces ont été déterminées grâce au retour d'expérience des différents incidents et accidents du passé. La principale stratégie d'évitement est le renoncement au décollage si la menace est trop forte. Et la principale stratégie d'atténuation est simplement le respect des procédures normales qui ont été établies et qui ont évolué pour constituer une parade aux différentes menaces existantes. Si la menace ne nécessite pas un renoncement et que le départ a lieu, la mise en place d'une stratégie d'atténuation ne va pas forcément annuler totalement cette menace. Il faudra donc avoir un remède pour réagir correctement si elle se matérialise malgré tout. Pour chacune des menaces répertoriées dans cette vidéo, nous allons vous fournir les stratégies d'évitement ou d'atténuation existantes qui, vous le verrez, ne sont en fait qu'un rappel des procédures normales présentées dans la vidéo précédente. Si on les respecte, on est protégé d'un grand nombre d'événements. Si malgré tout un problème survient, et que la stratégie d'atténuation ne permet pas d'éviter un incident, nous allons vous présenter les remèdes, qui sont les procédures de sauvegarde à exécuter avec rigueur et de façon immédiate. L'expérience déjà ancienne du treuillage permet de définir parmi toutes les menaces, celles qui sont susceptibles de se produire le plus souvent. Cela dit, il existe une loi, appelée loi de Murphy, qui dit que tout événement n'étant pas censé arriver, arrivera quand même. Il faut donc considérer que tous les événements dont nous allons parler peuvent arriver. Il n'y en a pas tant que ça. Nous allons en lister 14. Pour chacun d'eux, il faut connaître et respecter les stratégies d'évitement ou d'atténuation et se préparer à appliquer sans délai le remède si l'événement survient malgré tout. Nous allons lister les menaces associées à chacune des 6 phases qui ont été définies dans la vidéo des procédures normales du treuil et qui sont avant le décollage, le roulement au décollage, la montée initiale, la montée optimale,
le retour à l'assiette de référence et le largage. Commençons par la phase qui se situe avant le décollage. Dans cette phase statique, précédant un départ au treuil, la menace est la non prise en compte de conditions extérieures pénalisantes. Il y a des situations dans lesquelles treuiller un planeur génère un risque de niveau mortel. Il faut donc absolument y renoncer. Ces situations sont les suivantes. Une bande gazonnée dont l'herbe est plus haute que les 5 cm maximum requis pour le treuillage, une composante de vent arrière, de la pluie ou un orage à proximité. Pour toutes ces situations, on ne propose pas de stratégie d'atténuation ni de remède. Seule la stratégie d'évitement doit s'appliquer, c'est-à-dire le renoncement. On ne treuille pas un planeur dans ces conditions. Pour vous en convaincre, nous allons détailler les risques associés. En ce qui concerne un treuillage avec de l'herbe haute, il y a un risque maximum de cartwheel, qui, comme vous le voyez sur cette vidéo, peut se terminer par la destruction du planeur. C'est impressionnant, mais si les règles sont respectées et qu'on renonce à treuiller tant que la piste n'est pas fauchée, le risque n'existe plus. Nous reviendrons sur le cartwheel un peu plus loin, dans la phase du roulement au décollage. En ce qui concerne le vent arrière, une partie de la puissance du treuil sera utilisée pour le compenser, et donc perdue pour la treuiller. Au niveau de la trajectoire, la pente de montée sera faible, et s'il y a du gradient de vent, la vitesse n'augmentera pas et la trajectoire va s'effondrer. Au niveau du planeur, pour une même assiette, la pente sera plus faible. L'incidence sera par conséquent plus forte. La montée se fera donc aux grands angles, avec un manque d'efficacité aux commandes, ce qui peut entraîner une perte de contrôle du planeur. Fait aggravant, en cas de casse de câble à basse hauteur, on aura peu d'énergie et une vitesse faible pour un atterrissage qui devra de plus être réalisé vent arrière. Comme pour l'herbe haute, le renoncement annule le risque. On ne treuille pas avec du vent arrière. S'il est possible, un changement de QFU s'impose. Parlons maintenant de la pluie. Elle dégrade très fortement les performances des planeurs, et en particulier des planeurs plastiques. Le risque est donc une perte de contrôle. D'autre part, la visibilité est fortement diminuée. Le renoncement annule ces risques. On ne treuille pas sous la pluie. La proximité d'un orage cumule les risques précédents, avec une forte probabilité de changement de sens du vent, accompagné de cisaillements, ainsi que d'arrivée rapide de la pluie. De plus, le câble risque d'attirer la foudre en jouant le rôle d'un parfait paratonnerre. Là encore, le renoncement supprime ces risques. On ne treuille pas avec un orage à proximité. Considérons maintenant qu'aucune de ces situations n'est présente, que les conditions sont bonnes et qu'on va treuiller un planeur. On est toujours dans la première phase du treuillage, qui est la préparation du vol avant le décollage. La stratégie d'atténuation des menaces est, comme on l'a dit, le strict respect des procédures normales par le pilote du planeur, le conducteur du treuil et toute l'équipe de piste. Si entre le premier contact radio et l'annonce tendue, il y a un imprévu, une anomalie survient, ou encore un doute se glisse dans l'esprit du pilote, le remède est de larguer immédiatement, en annonçant 3 fois à la radio clairement et à haute voix « Stop treuil ». Stop treuil, stop treuil, stop treuil. Ok, le treuil est stoppé. C'est stoppé. Cette annonce peut également être faite par le chef de piste s'il constate une anomalie avant le départ du planeur. Parlons maintenant de ce qui peut arriver pendant la phase de roulement au décollage. Pour commencer, un à-coup violent peut se produire lors de la tension du câble, en raison d'une faute d'inattention du conducteur de treuil ou d'un problème mécanique. Cette menace génère un niveau de risque significatif, car il y a de possibles blessures pour l'équipage, pour l'assistant qui tient l'aile, ou pour toute personne qui se trouverait en avant du planeur à proximité des ailes. Pour le pilote du planeur, il n'y a pas de stratégie d'atténuation, car il n'a aucun moyen d'empêcher ce type d'événement. Mais le remède, si cela se produit, est de larguer immédiatement, de maintenir une trajectoire rectiligne et de freiner. Pour les personnes en piste,
La stratégie d'atténuation est d'éviter absolument de se trouver devant un planeur une fois qu'il a été accroché. Une autre menace possible pendant le roulement au décollage est un mauvais contrôle de l'inclinaison, conduisant une aile à toucher le sol. Même si la hauteur de l'herbe est faible, si une aile touche le sol, il y a un risque de cartwheel. Et comme on l'a dit, un cartwheel génère un risque de niveau mortel. La stratégie d'atténuation de la menace est simple. Il faut tenir la poignée jaune au décollage. Et le remède, si l'aile touche, est lui aussi simple et efficace. C'est le largage immédiat. Renforçons cette stratégie d'atténuation du cartwheel avec 2 remarques. 1. On l'a déjà dit, ne pas treuiller si l'herbe est haute, ce qui augmente considérablement le risque. Et 2. Lors du briefing de sécurité avant le décollage, se préparer mentalement à larguer immédiatement si l'aile touche, car on n'a qu'une seconde pour réagir. Pour tout savoir à ce sujet, reportez-vous à la vidéo spécifique Cartwheel, qui détaille avec précision cette perte de contrôle. Une autre menace peut survenir lors du roulement au décollage. C'est qu'un autre câble au sol s'accroche au câble en service ou au planeur. Cela peut arriver si l'équipe de piste ne respecte pas les procédures normales et que les câbles ont été croisés lors de leur tractage ou mal séparés lors de leur déploiement en piste. Cette situation génère un niveau de risque élevé, car il ne sera pas possible de se défaire du câble accroché, et il y a donc un risque de perte de contrôle. Cet événement peut être détecté par un bruit anormal ou une sensation de manque de puissance. Le chef de piste, qui surveille les décollages, peut également, s'il s'en aperçoit, l'annoncer par radio à l'intention du pilote. La stratégie d'atténuation est bien sûr de conserver en permanence une grande rigueur dans le respect de la procédure de rapatriement des câbles et de leur déploiement en piste. Le remède, si la situation se produit malgré tout, est un largage immédiat, et si cela est possible, avant la prise d'assiette initiale. Pour résumer, la gestion de la sécurité de cette phase de roulement au décollage consiste pratiquement en une seule consigne. Largage immédiat pour toute anomalie, doute ou imprévu. Si on ne largue pas ou trop tardivement suite à une anomalie lors du roulement au décollage, on s'expose, comme on le voit ici, à un incident grave ou un accident. Voyons maintenant les événements qui présentent des menaces pour la phase de montée initiale. Le premier, et celui qui présente le plus gros risque, est une prise immédiate et brutale d'assiette très cabrée, qu'on appelle aussi un départ en cobra. Cette façon de faire génère un risque de niveau mortel, car comme vous le voyez sur cette vidéo, il y a un risque élevé de décrochage dissymétrique et de passage sur le dos. Comme pour les autres menaces, la stratégie d'atténuation est le respect de la procédure normale de prise d'assiette que nous allons redétailler ici avec précision. Pour être effectuée en sécurité, cette prise d'assiette ne se fait pas au ras du sol, mais après un palier ascendant permettant d'atteindre une vitesse minimum. La prise d'assiette n'est débutée qu'une fois cette vitesse minimum atteinte et doit être effectuée de façon douce et progressive pour éviter un décrochage dynamique et pour avoir une marge de manœuvre en cas de casse de câble. Cette vitesse minimum à atteindre en palier ascendant est définie comme étant 1,5 vs, c'est-à-dire 1,5 fois la vitesse de décrochage dans la configuration de décollage. Pour la plupart des planeurs, 1,5 vs correspond à une valeur très voisine de 100 km/h, qui est donc la vitesse minimum recommandée à atteindre avant de débuter la prise progressive d'assiette de montée. Mais attention, à ce moment du décollage, il faut avoir les yeux à l'extérieur et non pas sur l'anémomètre, afin de maintenir l'axe et l'inclinaison. La bonne pratique est donc plutôt d'avoir une notion du temps nécessaire pour atteindre cette vitesse. Pour cela, nous allons mesurer ce temps nécessaire lors d'un départ avec le treuil électrique du terrain de Puyvert. On prendra comme top de départ l'annonce tendue du treuil, qui matérialise l'application de la puissance. Tendu. On prendra ensuite un premier top au décollage et un second top au passage des 100 km/h indiqués. Tendu.
On a constaté ici qu'entre l'annonce tendue et les 100 km/h indiqués, il s'écoule 7 secondes, qui se décomposent en 4 secondes de roulement et 3 secondes de vol en palier ascendant pour arriver à 100 km/h. Notez qu'avec ce même treuil, le temps a été mesuré pour différents types de planeurs et que la différence est négligeable. Pour ce type de treuil, la bonne pratique est donc, au début, de compter 3 secondes après le décollage, puis de débuter la variation progressive d'assiette à cabrer. En fonction de la puissance du treuil que vous utilisez, votre instructeur vous indiquera le nombre de secondes à compter avant de débuter la variation d'assiette. Avec un peu d'entraînement et d'habitude, vous arriverez à déterminer ce moment sans compter grâce à des repères de vision périphérique. Si on s'est fait surprendre et qu'on a tiré trop tôt ou trop fort sur le manche, le seul remède possible est de rapidement réduire le cabré de l'assiette. Notez que c'est un des rares événements où le remède n'est pas de larguer. En effet, si on largue avec une assiette trop cabrée au ras du sol, on n'aura ni la hauteur, ni l'énergie nécessaire pour obtenir une trajectoire permettant de faire un arrondi. À ce moment du vol, seule la puissance du treuil permettra de revenir en sécurité, mais à condition de corriger rapidement l'assiette avant un éventuel décrochage dynamique. Par contre, attention, si on sent que le planeur embarque d'un côté, signe d'un décrochage dynamique, alors là il faut larguer immédiatement en poussant sur le manche et en tentant de maîtriser l'inclinaison. La maîtrise totale de la trajectoire n'est pas assurée, mais cela vaut mieux qu'un passage sur le dos au décollage. Mais rappelons-nous qu'on est totalement protégé de cette menace si on respecte le temps de palier ascendant avant la prise d'assiette initiale et si on effectue cette prise d'assiette de façon douce et progressive. Une autre menace est présente lors de la montée initiale. C'est le risque d'une casse de câble ou d'une perte de puissance du treuil. Un tel événement génère un niveau de risque élevé, car on s'expose à un décrochage et ou un atterrissage dur, car la vitesse va chuter fortement alors qu'on est en train de faire une variation d'assiette à cabrer près du sol. Pour le pilote du planeur, une perte de puissance ne sera pas forcément facile à détecter, car il n'y aura pas d'à-coups ou de bruit comme lors d'une casse de câble. Il y aura cependant le ressenti d'une perte de traction. La stratégie d'atténuation de cette menace est, là aussi, de respecter la procédure standard qui consiste à attendre d'avoir atteint la vitesse minimum de sécurité avant de débuter la variation d'assiette progressive à cabrer. Cela protège d'une situation trop cabrée qui serait très difficile, voire impossible à rattraper au ras du sol, comme nous venons de le voir avec le départ en cobra. Si on a bien respecté la stratégie d'atténuation, alors il existe un remède à ces événements. S'ils surviennent avant 100 km/h, on est alors peu cabré, et il est possible de se poser droit devant en sécurité. Et s'ils surviennent après 100 km/h, on aura la vitesse minimum et la hauteur nécessaire pour gérer la situation. La procédure consiste à avoir une action immédiate et franche du manche vers l'avant, pour diminuer l'incidence et pour maintenir ou aller chercher la VOA. Puis de larguer pour évacuer un éventuel bout de câble resté accroché au planeur. Attention, on se trouve face à la piste à basse hauteur, et le réflexe peut être de vouloir sortir les aérofreins comme lors d'une finale standard. Mais si on le fait avant d'avoir stabilisé la VOA, on n'aura pas la vitesse nécessaire pour faire un arrondi, et cela se soldera par un atterrissage dur, voire très dur, comme on en voit 2 exemples ici, où les 2 planeurs ont été endommagés. Si les aérofreins sont nécessaires, il ne faut les sortir qu'une fois la VOA stabilisée. On voit bien ici, comme sur la vidéo précédente, qu'ils sont sortis avant que le planeur ait retrouvé une vitesse suffisante. Du coup, l'atterrissage est très dur, ce qui génère de plus un risque élevé de blessure à la colonne vertébrale. Un autre événement peut menacer la montée initiale. C'est que le câble a été accroché sur le mauvais crochet du planeur. Cela ne perturbera pas le décollage, mais le problème se matérialisera au moment de la prise d'assiette. Cet événement génère un risque de niveau significatif, car le planeur peut partir en oscillation de tangage et la vitesse va augmenter très vite. Il sera impossible d'atteindre l'assiette de cabré habituelle, et la treuillée se limitera à une très faible hauteur de l'ordre de 150 mètres. Il peut être difficile au pilote de planeur de comprendre ce qui arrive.
La stratégie d'atténuation est là encore de maintenir une rigueur sans faille dans le respect des procédures au sol pour l'équipe de piste. Largue, ton câble n'est pas sur le bon crochet. Et pour le pilote du planeur de vérifier avec soin et à chaque fois que c'est le bon fusible qui est présent et que l'assistant accroche le câble sur le bon crochet. Il est à noter que cette menace est très forte lorsque les deux modes de lancement, remorquage et treuil, sont pratiqués simultanément sur une plateforme. Comme remède, la philosophie générale est encore à appliquer. Il s'agit d'une anomalie, il faut donc larguer immédiatement, prendre l'assiette permettant d'aller chercher ou de maintenir la VOA et atterrir droit devant. Ne sortir éventuellement les aérofreins qu'une fois la VOA stabilisée. L'ouverture intempestive de la verrière est un autre événement qui peut menacer la montée initiale. Cette situation génère un niveau de risque élevé, car le pilote peut être tenté de s'occuper de la verrière et de délaisser le pilotage, ce qui peut entraîner une perte de contrôle. La stratégie d'atténuation de cette menace est bien sûr d'être rigoureux dans la réalisation du CRIS. Le remède, ici, diffère de la philosophie générale. Un planeur sans verrière ou avec la verrière ouverte vole quand même. C'est dans cette phase de montée initiale que cette ouverture est la plus susceptible de se produire, par conséquent à une faible hauteur. Il est donc préférable de continuer la treuiller et de piloter le planeur pour gagner un maximum de hauteur. Il ne faudra s'occuper de la verrière qu'après le largage si elle est toujours présente. Notez ici que c'est le second événement pour lequel le remède n'est pas de larguer, mais de poursuivre la treuillée. Parlons maintenant des événements menaçant les phases de montée préférable de continuer et de retour à l'assiette de référence et de piloter le planeur pour gagner un maximum d'altitude. Dans ces phases du treuillage, le niveau de risque est moins grand. S'occuper de la verrière qu'après le largage à mesure que la distance avec le sol augmente. Notez ici que c'est le second événement pour lequel le remède n'est pas de larguer, mais de poursuivre la treuillée. Il s'agit de la perte momentanée de puissance du treuil. Le terme momentané implique que le treuil, après avoir perdu de sa puissance, la retrouve brusquement. Et c'est bien ce moment où le treuil retrouve brusquement cette puissance qui génère un niveau de risque mortel, car il peut y avoir un changement brutal de l'angle du câble et un écart de traction pouvant déstabiliser complètement la trajectoire du planeur. Cela peut amener à un décrochage dynamique dissymétrique et un passage sur le dos. Le remède est un largage immédiat, et ce, dès qu'on ressent une baisse de traction, pour éviter une perte de contrôle en cas de regain brutal de puissance si le fusible ne joue pas son rôle. Pour le pilote du planeur, il n'y a pas de stratégie d'atténuation, car on n'a aucun moyen de prévoir ou d'empêcher ce type d'événement. Seul le remède du largage immédiat s'applique. Renforçons les consignes de gestion de cette situation avec 3 remarques. La première est que le pilote du planeur ne doit surtout pas demander au conducteur du treuil d'augmenter la puissance s'il sent une baisse de tension significative dans le câble. La seconde remarque est qu'un cisaillement de vent, avec une rafale de vent arrière, peut provoquer une sensation de baisse de puissance. Le réflexe doit être le même, larguer. Enfin, la dernière remarque est que si un témoin au sol, y compris le chef de piste, s'aperçoit qu'il y a un manque de puissance, il lui est strictement interdit d'intervenir directement à la radio pour demander au treuil d'accélérer. En aucun cas, une personne extérieure au couple pilote du planeur, conducteur du treuil, ne doit intervenir à la radio en ce qui concerne la puissance à afficher en cours de treuillée. Parlons maintenant de la menace d'une mauvaise maîtrise de la vitesse par le pilote. Cette situation génère un niveau de risque significatif, car si la vitesse est trop faible, il y a un risque de décrochage. Et si la vitesse est trop forte, il y a un risque de dépassement de la vitesse maximum de treuillage et de sortie du domaine de vol du planeur. La stratégie d'atténuation est de prendre le temps de bien s'installer dans le planeur avant le départ, pour pouvoir agir confortablement et sans effort sur toutes les commandes de vol. Le pilote peut ajuster la vitesse à l'aide de petites variations d'assiette. Par exemple, ici une variation d'assiette à cabrer pour réduire un peu la vitesse, ou là, au contraire, une variation d'assiette à piquer pour la faire augmenter. Attention toutefois, les variations brutales d'assiette sont à proscrire.
La marge de manœuvre du pilote est de toute façon étroite, et si les variations d'assiette sont insuffisantes pour maîtriser la vitesse et que les écarts sont importants, la seule alternative est de larguer. Ne pas demander au treuil d'augmenter la puissance. Parlons maintenant de la menace d'une sortie intempestive des aérofreins pendant la treuillée. Le treuillage aérofrein-sortie ne génère pas en lui-même un risque important. On va seulement perdre environ 50 mètres sur l'ensemble de la treuillée. Étant donné le niveau de bruit élevé lors d'une treuillée, il n'est pas du tout évident de détecter une sortie intempestive des aérofreins. Si le pilote ne s'est pas rendu compte du problème, un risque de niveau significatif apparaît au moment où le planeur se sépare du câble. Ce risque est bien sûr amplifié en cas de casse de câble, car la hauteur disponible est plus faible pour détecter et gérer la situation. La principale menace est la perte de vitesse conduisant à un décrochage ou à une autorotation. Mais il y a aussi la menace d'une éventuelle impossibilité de rejoindre la piste, induisant un atterrissage en campagne, si le problème n'est pas détecté ou s'il est détecté et corrigé trop tardivement. Les stratégies d'atténuation de cette menace sont d'être rigoureux dans la réalisation du CRIS et de systématiquement vérifier d'un coup d'œil sur les ailes que les aérofreins ne sont pas sortis après le largage. Rappelons ici que la procédure normale après le largage automatique en fin de treuillée est composée de 3 actions. Le largage manuel de sécurité, le contrôle instrumental de la vitesse et la vérification des aérofreins. Si on s'aperçoit d'une sortie intempestive des aérofreins, le remède consiste à poursuivre la treuillée et à rentrer progressivement les aérofreins en ajustant l'assiette de montée pour maintenir ou récupérer la vitesse. Notez ici que c'est le 3e et dernier événement pour lequel le remède n'est pas de larguer. Parlons maintenant de la dernière menace qui pèse sur les phases de montée optimale et de retour à l'assiette de référence. Il s'agit de la casse de câble. Elle se caractérise par un bruit sec, un à-coup et un arrêt instantané de traction qui font qu'elle est facile à détecter. Une casse de câble ne représente pas un risque très élevé si les consignes données dans les procédures normales sont respectées et que le pilote réagit rapidement. Pour la gestion de cette menace, on considère 3 tranches de hauteur. Inférieure à 100 mètres sol, entre 100 mètres et 200 mètres sol, et supérieure à 200 mètres sol. Quand on est dans la tranche inférieure à 100 mètres sol, on est dans la phase de montée initiale, et nous en avons déjà parlé. Le remède consiste à avoir une action immédiate et franche du manche vers l'avant pour diminuer l'incidence, à larguer pour évacuer ce qui reste de câble, et à ne pas sortir les aérofreins avant d'avoir stabilisé la VOA. Dans les 2 tranches de hauteur supérieure, le remède est exactement le même. Donc, quelle que soit la hauteur d'une casse de câble, on doit toujours faire les mêmes actions. Seul le choix de la trajectoire va changer en fonction de la tranche de hauteur. En dessous de 100 mètres sol, on a vu qu'on se posait droit devant. Et au-dessus de 200 mètres sol, on aura la hauteur suffisante pour faire un tour de piste adapté. La tranche de hauteur la plus délicate est donc la tranche située entre ces 2 hauteurs, c'est-à-dire entre 100 mètres sol et 200 mètres sol. On ne peut pas définir avec précision la limite de hauteur à partir de laquelle la stratégie va basculer de l'atterrissage droit devant à une PTU ou un tour de piste adapté. Voici donc une bonne pratique à adopter. Quelle que soit la hauteur de la casse, on commence par effectuer la procédure qui consiste à modifier l'assiette, larguer et vérifier que les aérofreins sont bien rentrés, sans préjuger de ce qu'on va faire ensuite. Cela va prendre quelques secondes, le temps que le planeur s'établisse sur sa nouvelle trajectoire de descente. Ce n'est qu'une fois cette trajectoire de descente établie qu'on sera capable d'évaluer le point d'aboutissement de la trajectoire et de décider, en fonction de la vitesse instantanée et des conditions du jour, si un atterrissage droit devant est possible ou non. C'est plus cette analyse rapide, plutôt que l'altitude lue sur l'altimètre, qui permettra au pilote de décider de la stratégie de trajectoire à adopter. D'autant plus que dans cette phase de montée rapide, l'altimètre est toujours en retard. Analysons cela sur une séquence d'entraînement en vol, où l'instructeur va larguer pour simuler une casse de câble. On va chronométrer le temps qui s'écoule entre la casse simulée
et l'établissement du planeur sur sa trajectoire de descente, avec au minimum la VOA. On a vu ici qu'il s'est passé 7 secondes entre la casse simulée et la récupération de la VOA sur une trajectoire de descente. C'est à l'issue de ces 7 secondes que l'équipage a été en mesure de voir que le point d'aboutissement de cette trajectoire permettait de se poser droit devant sur la piste, et que la décision a été prise de poursuivre dans l'axe. Pendant ces 7 premières secondes, on n'est donc pas encore en mesure de décider de ce qu'on va faire. C'est seulement après, quand on est en mesure de visualiser le point d'aboutissement, qu'on peut prendre une décision sur la trajectoire à adopter après une analyse rapide de la situation. Pendant ces 7 secondes qui suivent une casse de câble, on doit donc uniquement se concentrer à effectuer avec rigueur les actions permettant de placer le planeur en descente avec au minimum la VOA. La décision vient ensuite. Ceci ayant été précisé, parlons maintenant de la stratégie d'atténuation du risque. Elle est simple et consiste à avoir la main en permanence sur la poignée jaune et d'être prêt à larguer. Le remède a déjà été défini et consiste à avoir une action immédiate et franche du manche vers l'avant pour diminuer l'incidence et aller chercher la VOA, à larguer immédiatement, à regarder le point d'aboutissement de la trajectoire si on est dans la tranche basse ou moyenne, et en fonction décider de poursuivre droit devant, de faire une PTU ou de rejoindre une vente arrière adaptée. Si les aérofreins sont nécessaires, il faut attendre d'avoir au minimum la VOA pour les sortir. Comme on l'a dit, si les stratégies d'atténuation et les remèdes sont appliqués, le risque induit par une casse de câble reste relativement faible. Par contre, si on s'affranchit de ces règles, qu'on ne réagit pas rapidement ou qu'on n'applique pas la procédure prévue, on s'expose à un risque mortel. Car si on ne réduit pas rapidement l'angle d'incidence et qu'on garde une assiette cabrée trop longtemps après la rupture du câble, cela va entraîner un risque élevé de départ en autorotation avec une hauteur insuffisante pour s'en sortir. La clé de la réussite dans la gestion d'une casse de câble se situe dans la préparation mentale avant le décollage. Les différentes options doivent avoir été préparées en amont et annoncées dans le briefing de sécurité. Demandez à votre instructeur de vous entraîner à réagir de façon optimale au simulateur si votre club en possède un. Il n'y a pas de meilleur outil que le simulateur pour travailler les casses de câble. Notez que l'entraînement à la casse de câble à très basse hauteur n'est réalisé qu'au simulateur. Il n'est pas prévu dans les exercices d'entraînement en vol. Une autre menace équivalente à la casse du câble peut se matérialiser. C'est une panne mécanique induisant une perte de puissance du treuil. La stratégie d'atténuation du risque et les remèdes sont les mêmes que ceux que nous venons de présenter pour la casse de câble. Finissons par les menaces présentes dans la phase du largage. La première, et celle qui présente le plus de risques, est une défaillance du crochet, induisant une absence de largage automatique. Cette situation génère un niveau de risque élevé, car le planeur est attiré vers le bas et part en piqué. Si le largage manuel est lui aussi inopérant, c'est le conducteur du treuil qui va sectionner le câble. La partie restante va rester connectée au planeur et sera susceptible de s'accrocher à des obstacles au sol. La stratégie d'atténuation du risque consiste à faire systématiquement un test de largage automatique avant le premier vol de la journée. Le remède, une fois que le câble a été sectionné par le conducteur du treuil, est de tenter de larguer ce qui reste de câble. Utilisez les 2 poignées sur un planeur biplace. Il faut ensuite faire un tour de piste adapté en prenant un point d'aboutissement très décalé et en évitant si possible le survol des arbres ou autres obstacles auxquels le câble restant est susceptible de s'accrocher. Une autre menace lors du largage est de ne pas avoir initié suffisamment tôt le retour à l'assiette de référence et que le largage automatique survienne alors que le planeur a encore une assiette très cabrée. Le risque n'est que modéré, car on n'est pas à basse hauteur. Mais cette situation va générer un fort à-coup au moment du largage et libérer le planeur avec un angle d'incidence important. La stratégie d'atténuation est de respecter la procédure prévue en fin de treuillé
qui est de revenir progressivement à l'assiette de référence quand l'effort nécessaire sur le manche pour maintenir l'assiette devient plus important. Un coup de sécurité. Le remède, si on se laisse surprendre, est de réagir comme dans le cas de la casse de câble et d'avoir une action rapide du manche vers l'avant pour réduire l'incidence. Puis de larguer, faire un contrôle instrumental de la vitesse et vérifier que les aérofreins sont bien rentrés. Voyons la dernière menace, qui est la situation inverse de la précédente. On a trop rendu la main en fin de treuillet et l'assiette est piquée au moment du largage automatique. Le risque est modéré, mais cette situation peut rendre le largage automatique inopérant. La stratégie d'atténuation est que lors du retour à l'assiette de référence, en fin de treuillet, il faut conserver malgré tout une assiette suffisamment cabrée pour ne pas perturber le bon fonctionnement du largage automatique. Le remède, si on se fait surprendre, est un largage manuel et un retour à l'assiette de référence. Nous avons fini la revue des menaces qui pèsent sur une treuillée, ainsi que les façons d'y faire face. Terminons par un rappel des points clés. Il faut renoncer à treuiller si l'herbe est haute, s'il y a du vent arrière, de la pluie ou un orage à proximité. Il faut avoir la main sur la poignée jaune tout le long de la treuillée. Il faut larguer immédiatement si l'aile touche le sol au décollage pour éviter un cartwheel. Il faut attendre 100 km/h, ce qui correspond à environ 3 secondes après le décollage, avant de débuter une variation d'assiette douce et progressive en montée initiale. Un départ volontairement ou involontairement trop cabré engendre un risque mortel. Si on s'est fait surprendre et qu'on est parti en cobra, il faut immédiatement réduire l'incidence par une action manche avant sans larguer, et utiliser la puissance du treuil pour conserver la vitesse nécessaire à l'efficacité des commandes et à la maîtrise de la trajectoire. Mais attention, si cette manœuvre n'est pas immédiate et qu'on sent que le planeur commence à s'enfoncer d'un côté, il faut larguer instantanément, réduire l'incidence et tenter de maîtriser l'inclinaison. Le départ en cobra et le cartwheel sont les situations qui présentent le plus gros risque lors d'une treuillée. D'une manière générale, il faut larguer immédiatement si une anomalie ou un imprévu surviennent lors de la treuillée, sauf dans les 3 cas suivants. On s'est fait surprendre et on est parti en cobra, mais on a réagi suffisamment tôt. La verrière s'ouvre au décollage ou lors de la treuillée. Et enfin, il y a une sortie intempestive des aérofreins. Dans ces 3 cas, l'expérience montre qu'il est préférable de ne pas larguer. En cas de casse de câble ou de perte de puissance du treuil, il faut avoir une action immédiate et franche du manche vers l'avant pour diminuer l'incidence. Larguer pour évacuer un éventuel bout de câble resté accroché au planeur. Vérifier d'un coup d'œil sur les ailes que les aérofreins sont bien rentrés et aller chercher la VOA. Regardez le point d'aboutissement de la trajectoire si on est dans la tranche de hauteur basse ou moyenne. En fonction, décidez de poursuivre droit devant, de faire une PTU ou de faire un tour de piste adapté. Enfin, si les aérofreins sont nécessaires, il faut attendre d'avoir au minimum la VOA pour les sortir. Ceci termine cette vidéo sur les stratégies et remèdes à adopter pour faire face aux menaces d'un départ au treuil. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'utilisation des aérofreins.